Bienvenue dans la seconde partie du guide complet pour débutants de Bubble. Dans cette session, nous allons mettre en pratique les enseignements reçus dans la première partie, et construire pas à pas une plateforme de gestion de projet. L'application que nous allons créer ensemble aujourd'hui permettra aux utilisateurs de s'inscrire, de créer une équipe, d'inviter d'autres membres, de lancer des projets, d'attribuer des tâches et plus encore. Si vous n'avez pas encore visionné la première partie, je vous recommande de le faire avant de commencer. Pour cette construction, nous utiliserons un template préconçu spécialement pour ce cours, qui possède presque toutes nos pages préparées et conçues à l'avance afin que vous puissiez vous concentrer sur les connexions entre tous les composants. Pour prendre de l'avance dans votre parcours, je vous recommande d'utiliser ce template, mais n'hésitez pas à suivre avec votre propre application vierge, et à la concevoir au fur et à mesure. Assurez-vous également de télécharger le dossier des ressources fournies avec ce cours, disponible dans la description, pour pouvoir utiliser les mêmes images que moi. Ce deuxième cours de la série se divise en 3 parties. Paramétrage, page d'application, et test et déploiement. Nous vous suggérons de regarder et de suivre en entier. Commençons à construire. Tout d'abord, naviguez jusqu'à la page du template trouvée comme ressource liée dans la description de ce cours. Assurez-vous d'être connecté à votre compte Bubble et cliquez sur « Installer le template ». Bubble ajoutera le template à votre compte et vous redirigera vers vos applications où vous pourrez créer une nouvelle app avec le template. Tout ce que nous ferons dans ce cours avec ce template peut être réalisé avec un plan gratuit. Maintenant que l'application est créée, parlons des pages incluses et de la façon dont nous envisageons la structure de l'app. Si votre app utilise le template, les pages dont vous aurez besoin seront déjà créées pour vous. Si vous commencez de zéro, vous pouvez construire chaque nouvelle page maintenant et les concevoir au fur et à mesure. Lorsque vous pensez à votre app pour la première fois, il est préférable de réfléchir à toutes les pages, ou vues en fonction des actions que vous souhaitez que l'utilisateur effectue. Pour cette application, nous commencerons par notre page d'index, que nous utiliserons comme page d'atterrissage pour servir de marketing pour cette application de gestion de projet. Nous voulons également une page d'inscription pour guider les utilisateurs à travers la création d'un compte, d'une équipe et les bases de leur profil. Une page de tableau de bord, pour que les membres d'une équipe voient tous leurs collègues et projets en cours. Nous avons aussi besoin d'une page de projet pour consulter un projet individuel et les tâches associées à ce projet. Et une page de profil pour voir toutes les tâches assignées à cet utilisateur. Bien évidemment, il y a d'autres pages annexes que nous voudrions avoir, comme une page de connexion, une page de réinitialisation du mot de passe et une page d'erreur 404. Selon votre vision de votre app, vous pouvez développer la structure en listant les actions que vous souhaitez que les utilisateurs fassent sur les pages. Par exemple, sur la page de projet, les utilisateurs peuvent créer et éditer des tâches. Plus vous planifiez les pages de votre app à l'avance, plus il vous sera facile de vous lancer dans Bubble et de concevoir votre plateforme avec succès. Maintenant que nous avons une vision claire des pages qui composeront notre application de gestion de projet, nous sommes prêts à commencer la construction. Pour commencer, nous allons construire une page d'atterrissage à partir d'une page vide. Même si vous utilisez le template, vous remarquerez que la seule chose présente sur la page d'index est une image représentant le design final prévu. Prenons un regard plus approfondi à la page d'atterrissage réellement terminée. Nous avons une en-tête, un héros, quelques propositions de valeur, des témoignages et un pied de page. Vous pouvez trouver toutes ces images dans le dossier des ressources que vous avez téléchargé à partir du lien dans la description de ce cours. Maintenant, nous pourrions commencer à glisser des éléments individuels et des groupes et personnaliser notre design, mais comme méthode plus rapide, nous pouvons utiliser la bibliothèque de composants de Bubble pour glisser des composants préconçus et créer le squelette de notre page d'atterrissage en quelques secondes. Tous ces composants préconçus sont prêts pour le mobile et utilisent les variables de style de votre app, donc lorsque vous les glissez, ils sont déjà conformes à votre marque. Utilisons les composants pour construire notre page d'atterrissage. D'abord, je vais traîner un composant d'en-tête, puis un héros. 3 propositions de valeurs en alternance gauche et droite. Une 4e proposition de valeur pour les témoignages. Et finalement un pied de page. Assurez-vous de faire attention à l'endroit où l'indicateur de glissement apparaît lorsque vous glissez des composants sur la page, car nous voulons glisser ces composants directement sur la page elle-même et pas dans un autre composant. Bien sûr, si vous commettez une erreur, vous pouvez facilement la corriger en réorganisant votre hiérarchie parent-enfant dans l'arborescence des éléments.
Et tout comme ça, en à peine une minute, nous avons une page d'atterrissage. La bibliothèque de composants est une grande ressource pour construire rapidement des pages ou même s'inspirer pour vos propres designs. Maintenant que nous avons cette structure, personnalisons-la davantage. Pour commencer, passons en revue et ajustons notre copie afin de présenter le bon message pour notre application de gestion de projet. De plus, effaçons les images par défaut et téléchargeons les nôtres à partir du dossier des ressources. Nous pouvons également commencer à supprimer des éléments dont nous n'aurons pas besoin dans notre design final, comme ce paragraphe de texte et même ces boutons dans notre en-tête. Je vais accélérer le processus pour aller plus vite. N'hésitez pas à suivre exactement ce que j'écris, ou à rédiger un contenu différent pour tester. Voici quelques éléments manquants de notre design qui ne viennent pas des composants. Par exemple, je vais copier cet élément de texte plus grand et le coller dans le pied de page. Utiliser copier-coller est un excellent moyen d'accélérer le travail de design. Assurez-vous juste de coller cela dans le bon groupe à l'intérieur de la hiérarchie parent-enfant plus large. Pour le pied de page, je vais supprimer ce groupe avec les icônes et réécrire la copie dans les deux éléments de texte, comme nous pouvons le voir dans notre exemple final. Je veux aussi ces deux boutons dans mon pied de page. Pour les obtenir, faisons défiler vers le haut et copions ceci à partir de l'en-tête. Comme ils sont déjà groupés, nous pouvons simplement copier le groupe, revenir en bas et les coller à l'intérieur de ce groupe. Et voilà! Je vais effacer les données associées et centrer horizontalement les boutons dans la colonne. En continuant la méthode de copier-coller, copions notre titre ici et revenons tout en haut et collons-le dans l'en-tête. Renommons-le pour correspondre au nom de notre application et personnalisons son apparence en changeant sa taille de police et son poids de police. Ensuite, dans l'onglet Disposition, nous sélectionnerons « Ajuster à la largeur du contenu » pour que la largeur de l'élément corresponde à la longueur du texte et nous alignerons le tout au centre. Enfin, supprimons notre logo ici pour que cet élément puisse prendre sa place. Cette section « Héros » est notre appel à l'action. Donc je vais ajouter une action pour que nos utilisateurs puissent l'exécuter. Copions le bouton d'inscription ici dans l'en-tête et collons-le. Dans l'onglet Disposition, je vais lui donner une largeur minimale de 200 pour qu'il soit un peu plus grand et je vais le centrer. Nous pouvons revenir à tout moment pour ajuster ces paramètres de mise en page, mais pour l'instant, ajoutons quelques touches finales à notre page. Par exemple, ajoutons quelques logos de marque sous notre héros. Comme il n'y a pas de composant pour nos logos, nous allons le créer. Sélectionnons un groupe, assurons-nous que la ligne indicatrice est placée entre les groupes et non dans l'un d'eux, et dessinons-le sur la page. La première chose que je fais quand je crée un nouveau groupe comme celui-ci, c'est de définir la bonne disposition du conteneur responsive, qui sera ici une colonne. Ensuite, je m'assure que sa largeur s'étend et s'ajuste indéfiniment sur le canevas. Pour ce faire, je décoche la largeur fixe et enlève la largeur minimale, en laissant la largeur maximale à l'infini. Puis, je lui donne une hauteur minimale plus élevée de 200 pixels pour avoir plus d'espace avec lequel travailler. Ensuite, créons un élément d'image dans ce groupe et téléchargeons notre image personnalisée avec tous nos logos de marque d'exemple. Une fois l'image téléchargée, je vais ajuster les paramètres de mise en page en commençant par décocher la largeur fixe pour qu'elle soit flexible. Je veux qu'elle rétrécisse avec le groupe parent, donc je me débarrasserai de la largeur minimale, mais je ne veux pas non plus qu'elle s'étire au-delà de la résolution d'origine de l'image, alors je définirai la largeur maximale à 1200. Pour m'assurer qu'elle conserve le même rapport hauteur-largeur alors qu'elle rétrécit ou s'élargit, je cocherai cette case pour la fixer. Nous pouvons entrer n'importe quel rapport ici, mais comme notre image est déjà parfaitement dimensionnée pour notre page, nous pouvons en fait insérer ces mesures exactes en pixels, ce qui est de 1193 sur 45. Notre image est maintenant parfaitement dimensionnée et responsive au sein de notre groupe parent. Alignons l'image pour qu'elle soit centrée sur la page, puis pour son groupe parent, réglons l'alignement du conteneur de la colonne au centre également. Enfin, renommons-le pour l'organisation. Bien sûr, nous pouvons revenir à tout moment pour renommer n'importe quel élément selon nos besoins. Maintenant que cette section est terminée, copions et collons rapidement ce groupe. Ensuite, copions et collons le titre, supprimons l'image et réécrivons la copie. Pour centrer cet alignement, allons dans l'onglet Disposition et sélectionnons l'alignement horizontal au centre au lieu de s'étendre. Cela nous permet d'utiliser « Ajuster à la largeur du contenu » pour qu'il s'adapte à sa longueur ou à la largeur minimale. Nous avons toutes les sections nécessaires pour notre page d'atterrissage mise en place, mais il nous reste à ajouter de la couleur au style et ajuster nos images.
Avant de finaliser cela, regardons comment nos groupes sont structurés dans Bubble. Un bon design responsive comportera souvent plusieurs couches de groupes imbriqués. En général, vous aurez un design plus propre et plus polyvalent si vous tirez pleinement parti de la hiérarchie parent-enfant. Par exemple, remarquez comment ce pied de page préconstruit comprend 2 groupes au sommet de sa hiérarchie. Le groupe extérieur est configuré pour s'étendre sur toute la toile. C'est le groupe qui dicte comment toute la section se comporte de manière responsive par rapport à la page, tandis que le deuxième groupe est spécifiquement conçu pour dicter comment le contenu est responsif par rapport à la section. C'est une bonne base pour la construction responsive et cela vous aidera à concevoir des pages robustes mais flexibles. Donc, lorsque vous continuez à créer le vôtre, pensez à construire chaque section avec l'état d'esprit suivant. Ayez un groupe principal parent qui s'étend sur la largeur d'une page. À l'intérieur de celui-ci, ayez un groupe conteneur principal pour indiquer la largeur maximale que vous souhaitez utiliser. Et à l'intérieur, ayez un groupe ou des groupes imbriqués pour organiser chacun des éléments. Réunissons ce design en ajustant nos images, en commençant par notre image principale du héros. Nous voulons que celle-ci soit positionnée en bas de notre groupe. Ajustons cette image en nous débarrassant des largeurs minimales et maximales, puis réglons le rapport hauteur-largeur pour correspondre aux dimensions originales de l'image de 1196 par 350 pixels. Ensuite, décochons « Ajuster à la largeur du contenu » pour qu'elle ne soit pas liée à la largeur minimale ou au contenu à l'intérieur, puis augmentons la largeur maximale à 1200 pixels. Finalement, décochons « Ajuster la hauteur au contenu » pour que ce groupe s'étire à la hauteur de son parent. C'est important pour que nous puissions définir l'alignement du conteneur. Si nous sélectionnons le groupe principal, nous pouvons ajuster la hauteur minimale et finalement changer l'alignement du groupe de centré à bas, pour que cette image soit assise juste au bord du groupe lui-même. Ajustons toutes les images de proposition de valeur ensuite. D'abord, sélectionnons le groupe conteneur principal et ajustons la largeur maximale à 1200 pixels. Ensuite, réglons le rapport hauteur-largeur des images pour correspondre aux dimensions de l'image. Lorsque nous faisons cela, le groupe dans lequel il se trouve grandira en hauteur pour correspondre, ce qui fera que notre autre groupe semblera mal aligné. Alors centrons notre autre groupe et ajustons l'espacement entre les lignes de texte. Faisons exactement la même chose sur les 2 autres propositions de valeur. Maintenant, notre page d'atterrissage prend vraiment forme, il est donc temps de parler de couleur et de style. Si nous allons dans l'onglet Style et sélectionnons nos variables de style, nous avons beaucoup à configurer. Ces options ici sont globales pour notre application. Par exemple, ceci est notre police d'application qui, par défaut, sera utilisée par chaque style et composant, à moins que nous ne décidions autrement. Le template devrait déjà être réglé sur Roboto pour nous, mais n'hésitez pas à le régler sur une police que vous préférez. Ensuite, nous avons nos variables de couleurs, qui sont utilisées pour définir les couleurs par défaut dans tous les styles. Et si nous changeons l'une d'elles, elles se mettent automatiquement à jour. Par exemple, si nous changeons la couleur de la variable couleur de fond, nous pouvons voir que le changement est instantané et que presque tous nos fonds de composants reflètent maintenant cette couleur parce qu'ils utilisent cette variable. Je vais réinitialiser cela à blanc pour l'instant. Nous ferons référence à tout cela dans les différentes pages de notre app. Cependant, comme une page d'atterrissage a souvent son propre style, nous pourrions vouloir créer notre propre variable de couleur. Par exemple, je vais créer celle-ci et la nommer couleur de fond de la page d'atterrissage. Je lui donnerai une description, puis je réglerai la couleur comme je le souhaite. Je vais également en faire une autre pour le texte de la page d'atterrissage et régler cette couleur sur blanc pour qu'elle ne gêne pas notre couleur principale pour le texte. Maintenant, de retour dans l'onglet de conception, si nous allons à l'entête, au lieu d'utiliser la variable de fond originale, je vais la passer à notre nouvelle variable couleur de fond de la page d'atterrissage. Étant donné que cette couleur est sombre, je m'assurerai de changer tous les éléments de texte pour utiliser notre texte de page d'atterrissage, qui est clair. Je vais faire la même chose pour notre section héros pour vraiment la faire ressortir. Et pour notre pied de page aussi. Enfin, ajoutons une touche finale au pied de page en réglant le groupe conteneur pour avoir une largeur maximale de 1200 pixels et augmenter la hauteur minimale. Maintenant, lorsque nous cliquons sur le bouton « Prévisualiser », nous pouvons voir notre page d'atterrissage personnalisée terminée et à la fière allure.
N'hésitez pas à continuer à expérimenter avec votre propre look et design et n'oubliez pas d'utiliser cette opportunité pour définir les présélections de style ou les variables de couleur que vous souhaitez utiliser pour le reste de votre application. Continuez et n'hésitez pas à utiliser les mêmes couleurs que moi. Passons maintenant à l'inscription de nouveaux utilisateurs. Notre flux d'inscription comporte 3 formulaires. D'abord, l'utilisateur remplit son nom, son email et son mot de passe. Ensuite, il crée sa première équipe. Enfin, il a l'option de configurer une image de profil. Si vous utilisez le template, ces 3 sections devraient être déjà mises en place sur la page. Si nous prévisualisons, nous verrons les 3 formulaires affichés ensemble, mais comme nous l'avons revu précédemment, notre application finale est configurée pour afficher un seul formulaire à la fois. Pour construire cela, nous devons contrôler quand ces formulaires sont affichés ou cachés pour nos utilisateurs. Et une manière courante d'atteindre cela est avec quelque chose appelé les états personnalisés, ou custom states. Un état personnalisé est une fonction puissante dans Bubble, qui permet de rattacher des données temporaires à n'importe quel type d'élément, même la page elle-même. Avec un état personnalisé, nous pouvons trouver des manières créatives de contrôler la visibilité des formulaires sur la page. Ouvrons l'éditeur de propriétés de la page et sélectionnons l'icône en forme d'œil, pour ouvrir l'onglet de l'inspecteur d'éléments où nous verrons l'option d'ajouter un nouvel état personnalisé. Je choisis d'ajouter cet état personnalisé directement sur l'élément de la page elle-même, mais nous pourrions techniquement l'ajouter à n'importe quel élément. Cela dépend uniquement de la façon dont vous souhaitez l'organiser. Je nommerai le nouvel état « Vue ». Pour le type d'état nous pouvons définir n'importe quoi, mais mettons-le en nombre. Nous pouvons définir d'autres options aussi. Nous pouvons définir l'état sur liste de nombres, ou juste un nombre simple, et nous pouvons lui donner une valeur par défaut de départ, que nous fixerons à 0, et nous verrons pour quelle raison dans un instant. Prenons notre premier formulaire et ajoutons une condition à ce groupe qui fait référence à notre nouvel état personnalisé. Pour le trouver, je vais commencer l'expression par le nom de la page, et vous pouvez voir que notre nouvel état personnalisé est disponible en bas pour la page. Disons que lorsque la vue de la page n'est pas 0, nous changerons la visibilité. Nous trouverons la propriété de cet élément est visible et la laissons décocher. Par défaut, la vue de notre page sera réglée à 0. Cette condition ne sera donc pas remplie. Ce qui est exactement ce que nous voulons. Étant donné que c'est le premier formulaire à être chargé, il doit être visible par défaut. Si la vue change de 0 à un autre nombre, ce groupe ne sera plus visible. Prenons la même logique et appliquons-la aux 2 autres formulaires. Nous créerons la même condition, mais cette fois, nous dirons que lorsque la vue est 1, cet élément est visible, donc on coche la case de visibilité. Cette condition vise spécifiquement à contrôler la visibilité de ce formulaire. Cependant, si la vue est 1, cela n'empêche pas ce formulaire de se charger dès que la page se charge. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Pour nous assurer que ce formulaire soit caché au chargement de la page, nous devons décocher cette propriété dans l'onglet Disposition. Ainsi, il ne sera visible que si cette condition est remplie. Nous allons aussi garder la propriété « Collapse when hidden » cochée, comme ça le formulaire ne prendra aucun espace lorsqu'il sera masqué. Faisons la même chose avec notre dernier formulaire, et pour gagner du temps, nous allons copier l'expression de la condition, nous allons sélectionner notre formulaire et nous allons coller l'expression. Changeons le chiffre ici à 2, ajoutons notre propriété de visibilité, et décochons visibilité lors du chargement de la page. Pour récapituler, nous avons maintenant un état personnalisé sur la page, qui est un nombre, et nous avons maintenant attribué à chaque formulaire d'être visible lorsque cet état personnalisé est réglé sur un numéro spécifique. 0 par défaut pour la première étape, 1 pour l'étape suivante, et 2 pour la dernière étape. Nous pouvons toujours voir les 3 formulaires dans notre éditeur puisque nous sommes toujours en mode édition. Mais nous pouvons utiliser l'arbre des éléments à gauche pour cacher et montrer la visibilité des éléments pour les éditer. Si nous prévisualisons la page, nous verrons qu'au lieu que les 3 formulaires s'affichent, seul le premier formulaire est visible comme prévu, et les 2 autres formulaires sont cachés. Nous avons maintenant besoin d'implémenter un moyen pour que l'état personnalisé de la page change, afin que nous puissions voir les autres étapes. Pour cela, nous avons besoin des workflows. Ouvrons l'éditeur de propriétés pour le bouton d'inscription de notre premier formulaire et commençons un workflow. Ceci crée un nouvel événement pour le clic sur cet élément. Avant de donner l'instruction à ce bouton de changer l'état personnalisé, nous allons d'abord capturer les champs que l'utilisateur a remplis et l'inscrire. Donc, sous « Compte », nous prenons l'action « Inscrire l'utilisateur ».
Cette action demande maintenant quelle valeur nous voulons prendre pour identifier l'utilisateur. Nous associerons chacun de ces champs aux valeurs d'entrée correspondantes de notre formulaire. L'email prendra la valeur de notre entrée d'email et le mot de passe prendra la valeur de notre entrée de mot de passe. Il y a quelques autres propriétés disponibles ici qui pourraient vous intéresser, mais nous n'allons pas nous attarder dessus pour cet exemple. Au lieu de cela, nous allons associer un champ personnalisé du type de données « utilisateur ». Après tout, notre formulaire demande à l'utilisateur son prénom et son nom, donc nous voulons capturer cela ici et l'enregistrer avec ses accréditations. Naviguons à l'onglet Données. Si vous utilisez le template, vous verrez que différents types de données personnalisées ont déjà été créés. Sélectionnez le type de données « utilisateur ». Comme nous l'avons appris dans la première partie, le type de données « utilisateur » vient avec chaque app, et notre champ email est intégré. Nous ne verrons pas de mot de passe ici parce que Bubble chiffre les mots de passe en coulisses, mais celui-ci est là aussi. Ce que nous devons faire, c'est ajouter des champs personnalisés, un pour le prénom, qui sera de type texte, et un pour le nom, qui est aussi du texte. Une fois cela fait, nous pouvons stocker les prénoms et les noms de nos utilisateurs. Retournons à notre workflow d'inscription et définissons nos deux nouveaux champs. Nous pourrions cliquer sur « Changer un autre champ » ou cliquer sur « Ajouter tous les champs » et tous les champs personnalisés non encore représentés ici apparaîtront. Dans notre cas, prénom et nom. Associons les deux à leur valeur d'entrée correspondante. En général, une bonne règle de base est de réinitialiser les champs remplis par l'utilisateur à chaque fois qu'il soumet un formulaire. De cette façon, ces entrées seront réinitialisées à vide après le clic sur le bouton. Maintenant, dans ce workflow, nous sommes prêts à envoyer l'utilisateur à la partie suivante du processus d'inscription, mais il ne va pas vers une autre page. Nous allons seulement cacher le formulaire actuel et montrer le suivant en changeant l'état personnalisé. Allons à « Action d'éléments » et sélectionnons « Définir un état ». L'état personnalisé que nous voulons régler est attaché à la page, donc nous sélectionnerons la page, sélectionnerons « Vue » et définissons une nouvelle valeur. Par défaut, la page s'est ouverte avec un état personnalisé réglé sur 0, mais une fois le bouton d'inscription cliqué, l'état personnalisé sera configuré sur 1. Lorsque l'action « Inscrire un utilisateur » est déclenchée, l'utilisateur sera alors considéré comme connecté. Maintenant, retour à l'onglet de conception, nous sommes prêts à configurer notre deuxième formulaire où notre utilisateur crée son équipe. Et pour qu'il puisse le faire, nous devons créer le type de données « équipe » qui est déjà créé dans notre template. Nous devons par contre ajouter deux nouveaux champs. D'abord, pour identifier l'équipe, nous créerons un nom, qui sera de type texte. Ensuite, pour que nous puissions attribuer un admin à l'équipe, nous créerons « admin de l'équipe » de type utilisateur. Commençons maintenant un nouveau workflow sur le bouton « Continuer » de l'étape 1. Nous regarderons sous Données et trouverons l'action « Créer une nouvelle chose » où l'utilisateur nouvellement inscrit créera son équipe. Dans cette action, lorsque nous créons l'équipe, nous définissons les champs dont l'équipe a besoin. Le nom sera mappé à partir de la valeur de l'entrée du nom de l'équipe dans notre formulaire. Pour « admin de l'équipe » qui a besoin d'être un utilisateur, nous sélectionnerons l'utilisateur actuel. Ainsi, la personne qui crée l'équipe lors de l'inscription est automatiquement enregistrée comme admin de l'équipe. Nous savons donc maintenant qui est l'utilisateur admin de l'équipe, mais pour que l'équipe et les types de données utilisateurs puissent communiquer entre eux, retournons au type de données utilisateurs et faisons un processus similaire. Nous créerons un champ pour notre utilisateur appelé équipe et le mettrons à type équipe. Retournons à notre workflow pour l'étape 2, puis descendons à compte et sélectionnons appliquer des changements à l'utilisateur actuel. Ici, nous allons régler notre nouveau champ équipe pour correspondre à l'équipe que nous avons créée à l'étape 1. Pour référencer cette équipe, nous pourrions essayer de rechercher dans notre base de données et tirer la bonne chose de la liste, mais c'est plus efficace si nous utilisons le résultat de l'expression pour référencer l'équipe qui vient juste d'être créée à l'étape précédente. Finalement, ajoutons une étape 3 à ce workflow pour réinitialiser les entrées pour le formulaire. Et pour notre dernière étape, copions la dernière action de notre premier workflow où nous avons défini l'état personnalisé. Nous allons ensuite coller le workflow et changer la valeur de la vue de 1 à 2. Maintenant, lorsque l'utilisateur va remplir son équipe, et cliquer sur Continuer, ce groupe sera masqué et le formulaire final de notre flux d'inscription apparaîtra. Téléverser une photo de profil est une fonctionnalité très commune dans une application de productivité comme celle-ci. Donc, pour notre dernier formulaire, vous verrez que nous n'utilisons pas d'entrée de texte. À la place, nous utilisons l'élément de téléversement d'image. Et plutôt que de créer un workflow pour faire des changements à l'utilisateur connecté, nous allons directement lier l'image à cet utilisateur.
Le liage automatique, auto-binding, est le processus de sauvegarder ou de mettre à jour automatiquement des données dans un champ sur un type de données sans un workflow. Pour lier automatiquement quelque chose à l'élément parent, voici la case à cocher. Vous pouvez voir qu'il est prêt à lier automatiquement à la chose de l'élément parent. L'élément parent ici est ce groupe photo de profil, mais cela n'a rien de prédéfini pour son type de contenu. Définissons en fait le type de contenu, et la source de données pour ce groupe, pour être de type utilisateur, et la source de données, l'utilisateur actuel. Maintenant, ce groupe et tous les éléments enfants sont liés à l'utilisateur actuel. C'est-à-dire la personne active qui regarde ce formulaire. Notre formulaire est donc prêt à lier automatiquement la photo de profil que l'utilisateur téléverse, mais nous devons d'abord créer le champ photo de profil sur le type de données utilisateur. Allons donc au type de données utilisateur et créons un nouveau champ pour photo de profil de type image. Maintenant, tous les utilisateurs ne souhaitent pas téléverser une photo de profil. Il est donc préférable d'accepter les utilisateurs qui ne veulent pas téléverser une image, mais en définissant une photo de profil par défaut que tout le monde a dès le départ. Pour définir cette image, téléchargeons une image par défaut pour le champ photo de profil depuis notre dossier de ressources fourni avec ce cours. Nous sommes, à présent, près du côté de la base de données. Retournons alors jeter un autre coup d'œil à notre téléverseur d'images dans l'onglet de conception. Maintenant que nous avons le champ applicable, réglons le champ photo de profil pour le lier automatiquement. Quand nous faisons cela, Bubble émet un avertissement à propos du besoin de définir des règles de confidentialité sur le type de données utilisateurs. Cliquez sur cet avertissement pour aller à l'onglet des règles de confidentialité. Ici, nous pouvons voir sous Utilisateur qu'il y a déjà une règle de confidentialité par défaut définissant comment un utilisateur peut interagir avec ses propres données. Cette règle vérifie simplement lorsqu'un utilisateur est un utilisateur actuel. Le liage automatique pour cette règle est déjà coché, mais pas les champs individuels. Donc, puisque nous voulons que l'utilisateur actuel définisse sa photo de profil de cette façon, cochons le champ de liage automatique pour photo de profil. Les autres personnes ne devraient pas avoir ces permissions, donc nous n'avons besoin de changer quoi que ce soit ici. Les règles de confidentialité sont cruciales pour assurer que la bonne personne soit capable de réaliser les bonnes actions dans notre application. Nous ajouterons plus de règles de confidentialité plus tard dans ce cours, mais pour l'instant, nous pouvons retourner à l'onglet de conception et nous pouvons voir que le message d'avertissement a disparu. Maintenant, étant donné que nous faisons un liage automatique, nous n'avons aucune modification à faire dans ce workflow. Tout ce que nous devons faire pour clôturer le processus d'inscription est de naviguer l'utilisateur nouvellement inscrit à la phase suivante de son expérience. Commençons donc un workflow pour ce bouton et envoyons l'utilisateur à la page de tableau de bord lorsque ce bouton est cliqué. Sous Navigation, nous sélectionnerons l'action « Aller à la page » et trouverons « Tableau de bord ». Lorsque nous faisons cela, nous rencontrons un problème. La page du tableau de bord attend que nous lui envoyions des données spécifiques pour les afficher, alors allons à la page du tableau de bord et inspectons son éditeur de propriétés pour voir pourquoi. La page du tableau de bord a un type de contenu réglé sur équipe. Elle attend d'avoir les données d'une équipe dans la base de données pour les afficher. Si nous voulons envoyer notre utilisateur à la page du tableau de bord, nous aurons besoin d'envoyer à la page les données d'une équipe spécifique. Retournons à notre page d'inscription et modifions le dernier workflow. Nous savons exactement quelle équipe nous voulons envoyer au tableau de bord. L'équipe que notre utilisateur vient de créer. Donc, envoyons les données de l'équipe actuelle de l'utilisateur, et maintenant le tableau de bord affichera toutes les informations avec cette nouvelle équipe. Testons à présent la page d'inscription. Créons d'abord un utilisateur test, John Doe, avec un faux email et un faux mot de passe. Puis cliquons sur Inscription. Cela change notre état personnalisé de vue et montre notre prochain formulaire où nous pouvons nommer notre équipe. Je vais l'appeler « Ma première équipe » et quand je vais cliquer sur Continuer, l'état personnalisé va changer et nous passerons à notre photo de profil. Nous pouvons voir que notre photo par défaut est déjà en place. Donc allons de l'avant et téléversons une de nos images de profil d'exemple depuis notre dossier de ressources et appuyons sur Terminer. Maintenant, nous sommes redirigés directement à la page du tableau de bord de notre nouvelle équipe. Étant donné que nous n'avons pas encore configuré la page du tableau de bord, il est difficile de dire que cela appartient à l'équipe de John Doe. Mais regardez la structure de l'URL. L'URL nous amène à notre tableau de bord spécifiquement pour cet identifiant unique qui, comme nous l'avons configuré, est l'équipe de John Doe. Pour confirmer cela, si nous allons à l'onglet Données et regardons les données de notre application. Nous pouvons voir John Doe, la photo de profil et cet identifiant unique de l'équipe. Nous pouvons même voir cette équipe sous « Toutes les équipes ». Maintenant que nous avons notre page d'inscription complète, construisons notre fonctionnalité de connexion.
Si nous allons à notre page de connexion, vous remarquerez que le template nous donne la même configuration que notre page d'inscription. Cependant, dans ce cas, il y a juste 2 formulaires au lieu de 3. Un formulaire pour se connecter, et l'autre au cas où l'utilisateur a oublié son mot de passe et qu'il a besoin d'un email de réinitialisation. Pour afficher ces formulaires conditionnellement, ajoutons un état personnalisé à l'éditeur de propriété de la page de connexion. Créons un nouvel état personnalisé appelé « Vue » et faisons un type nombre. Fixons la valeur par défaut à 0. Ajoutons maintenant des conditions aux 2 formulaires. D'abord, sur notre groupe de connexion, écrivons que lorsque la vue de la page de connexion n'est pas 0, alors cet élément est visible n'est pas coché. Et pour le groupe de réinitialisation de mot de passe, nous dirons que lorsque la vue de connexion est 1, alors cet élément est visible et coché. Pour ce formulaire de réinitialisation de mot de passe, décochons visible lors du chargement de la page pour qu'il apparaisse seulement quand l'utilisateur change l'état à 1. Pour apercevoir à quoi cela ressemblerait sans aller en mode exécution, si nous révélons ceci dans l'arborescence des éléments, nous pouvons cacher cet élément sur la page. Cela étant dit, commençons un workflow pour notre bouton de connexion. Ici, nous trouverons l'action « Connecter l'utilisateur » et nous mapperons les valeurs d'entrée pertinentes à partir du formulaire de connexion pour l'email et le mot de passe. Après que l'action de connexion ait été exécutée, l'utilisateur actuel égalera l'utilisateur connecté. Maintenant, dans notre action d'étape 2, nous pouvons envoyer l'utilisateur à la page du tableau de bord et nous nous assurons d'envoyer l'équipe actuelle de l'utilisateur comme donnée à envoyer pour afficher le tableau de bord. Retournons à l'onglet de conception. Nous avons 2 autres boutons dans notre formulaire de connexion à configurer. Un pour que l'utilisateur puisse créer un compte, et l'autre pour qu'il puisse réinitialiser son mot de passe. Pour le bouton de création de compte, commençons un workflow pour naviguer l'utilisateur vers la page d'inscription. Et pour le bouton de réinitialisation du mot de passe, changeons l'état personnalisé. Sous action d'éléments, définissons l'état de la vue de la page de connexion et changeons la vue à 1. En raison de nos conditions sur le formulaire, le groupe de connexion sera masqué et ce groupe de réinitialisation de mot de passe sera affiché. Pour le formulaire de réinitialisation de mot de passe, nous avons 2 workflows à configurer. Bubble offre beaucoup de fonctionnalités liées à l'utilisateur prêt à l'emploi, donc nous pouvons aller sous compte et trouver une action pour envoyer un email de réinitialisation de mot de passe. Maintenant, tout ce que nous devons définir est à quel email l'envoyer, ce qui sera notre entrée pertinente du formulaire. Cette action vous permet d'écrire le contenu de l'email, mais l'email sera envoyé avec un lien généré pour vous pour naviguer l'utilisateur vers la page de réinitialisation de mot de passe de votre application. Chaque application Bubble vient de base avec cette page de réinitialisation de mot de passe où même les workflows sont déjà configurés. Pour l'étape 2, réinitialisons les entrées, et pour l'étape 3, revenons à notre onglet de conception. Dans notre template, nous avons un élément caché dans ce groupe. Un élément d'alerte qui informe l'utilisateur que l'email a été envoyé. Nous pouvons retourner à notre workflow et sous action d'éléments, nous pouvons trouver le message à afficher. Par défaut, un élément d'alerte restera caché sur la page jusqu'à ce qu'il soit montré. Lorsqu'il apparaît, il persistera pour une durée que vous aurez définie. Vous pouvez également définir combien de temps cela prend pour apparaître et disparaître. Enfin, pour nous assurer que nos utilisateurs peuvent revenir au formulaire de connexion, commençons un workflow ici et définissons l'état de la vue à 0. Prévisualisons notre nouvelle page de connexion et testons pour nous assurer que nos états personnalisés fonctionnent. Puis connectons-nous en tant qu'utilisateur de test. Connectez-vous et notre application nous amène au tableau de bord de l'équipe de cet utilisateur. N'hésitez pas à tester le flux de réinitialisation du mot de passe pour vous assurer qu'il fonctionne aussi. Mais maintenant que tout est configuré ici, nous pouvons commencer à construire la fonctionnalité de notre application en commençant par notre en-tête. Notre application de gestion de projet existera sur 3 pages distinctes. Tableau de bord, projet et profil. Nous aborderons chaque page une à la fois, mais pour commencer, nous allons créer la fonctionnalité de notre en-tête, qui sera le fil commun à travers toutes les 3 pages. Peu importe où nous sommes dans notre application de gestion de projet, notre en-tête nous montrera le nom de notre équipe, nous permettra de naviguer entre les pages et nous montrera des informations sur qui est connecté. Étant donné que nous aurons besoin de cette en-tête à travers plusieurs pages, nous l'avons mis en place dans un élément réutilisable dans le template, qui est déjà présent sur toutes les 3 pages pour nous. Nous avons simplement besoin d'éditer les éléments à l'intérieur de l'élément réutilisable pour le configurer. Pour ceux d'entre vous qui construisent à partir de 0, vous devez créer un nouvel élément réutilisable pour l'en-tête et le construire selon votre propre design.
Tout d'abord, nous avons un élément de texte en gras sur le côté gauche où nous afficherons le nom de notre équipe. Nous avons également un groupe de rangées sur la droite qui contient une petite image pour la photo de profil et un élément de texte. Dans l'arborescence des éléments, nous remarquons que nous avons également quelque chose caché que nous devrons personnaliser également. Un groupe focus attaché au petit élément de texte à droite, une fenêtre contextuelle des paramètres avec 2 formulaires, et une fenêtre contextuelle pour changer de photo de profil. Commençons par éditer notre élément de texte en gras à gauche pour qu'il affiche le nom de l'équipe de l'utilisateur actuel. Nous utiliserons des données dynamiques pour afficher le nom de l'équipe de l'utilisateur actuel. Cela nous donne accès au champ sur le type de données équipe, où nous trouverons le nom, qui est de type texte. Rappelez-vous que le vérificateur de problème vous alertera si une expression n'évalue pas au type approprié dans le contexte donné, alors utilisez-le pour apprendre pourquoi il y a un problème. Passons au texte dans notre groupe à droite. Ici, nous allons utiliser des données dynamiques pour afficher l'email de l'utilisateur actuel, afin de savoir quel compte est connecté. Finalement, pour l'élément d'image ici, nous le réglerons comme une image dynamique en utilisant la photo de profil de l'utilisateur actuel. Faites attention à certains des réglages d'image que le template a déjà appliqués à cet élément. Le rendu en mode exécution est zoom, pour que l'image remplisse les dimensions complètes de l'élément, et nous avons un style défini qui règle la rondeur de l'élément d'image à 99 pixels. Cela donnera à l'image une apparence circulaire. Si nous revenons prévisualiser la page, nous verrons que les bases de notre en-tête sont bien affichées. Maintenant que l'en-tête affiche des informations, ajoutons quelques workflows. D'abord, commençons avec le texte de notre nom d'équipe. Comme toutes les en-têtes d'application, lorsqu'un utilisateur clique sur ce nom d'équipe, nous voudrons qu'il soit dirigé vers le tableau de bord de son équipe. Commençons un workflow ici et créons cette action en dirigeant l'utilisateur vers la page du tableau de bord de son équipe. Ensuite, nous voulons ouvrir le menu du groupe Focus lorsque l'utilisateur clique sur leur email ici. Et il est déjà configuré pour référencer notre élément de texte, donc il apparaîtra sous cet emplacement lorsque l'utilisateur clique. Commençons un workflow sur l'email de l'utilisateur actuel et trouvons l'action « Montrer » pour montrer le groupe Focus. En mode exécution, si nous cliquons sur l'email de l'utilisateur, notre élément de groupe Focus s'affiche et tombe vers le bas en présentant 3 éléments qui ressemblent à des boutons. Pour ceux d'entre vous qui construisent à partir de 0, vous pouvez construire cela à votre guise. Ces boutons ne sont en fait pas des boutons mais 3 groupes créés pour agir comme des boutons. C'est un choix de design qui nous donne plus de flexibilité pour combiner des icônes et du texte. En conséquence, nous pouvons commencer un workflow pour le clic de l'utilisateur sur le groupe, et non seulement le texte. Ainsi l'utilisateur a plus de surface qu'il peut utiliser pour déclencher le workflow. Ajoutons un workflow à ce premier groupe dans le groupe Focus pour naviguer l'utilisateur vers sa page de profil. Comme la page du tableau de bord, la page de profil a besoin d'avoir des données pour les afficher, mais cette fois au lieu d'une équipe, nous devons envoyer l'utilisateur dont nous voulons voir le profil. Dans ce cas, ce sera l'utilisateur actuel. Retournons à notre design d'en-tête et configurons la navigation vers une autre page. Nous devons encore montrer le groupe Focus puisqu'il est caché par défaut. Nous allons cliquer sur le groupe Paramètres et créer un workflow. Une fois cliqué, nous voulons que les paramètres s'affichent dans un pop-up, donc dans notre workflow, cherchons « Montrer » et sélectionnons la fenêtre de paramètres. Nous gérerons la fonctionnalité à l'intérieur de la fenêtre après, pour l'instant finissons de configurer le dernier bouton dans notre groupe Focus pour la déconnexion. Nous créons un workflow sous compte « Déconnecter l'utilisateur ». Regardons de nouveau et testons. Si nous cliquons sur « Profil », nous serons emmenés à la page de profil de cet utilisateur. Nous n'avons pas encore personnalisé cette page, mais nous pouvons confirmer dans l'URL que nous regardons bien une page de profil avec l'ID unique de l'utilisateur actuel. Et parce que notre en-tête est dans un élément réutilisable et déjà présent sur cette page, nous avons encore toute la fonctionnalité que nous venons de configurer. Si je clique ici, la pop-up de réglage s'affiche, et si je clique en dehors elle se cache, mais je peux voir qu'il y a un petit bug parce que le groupe Focus est encore affiché. Corrigeons cela rapidement. Ajoutons une étape 2 à ce workflow après avoir montré la fenêtre, et sous Action d'éléments, sélectionnons, Cacher, et choisissons le groupe Focus. Retournons à notre design d'en-tête. Nous avons la photo de profil de l'utilisateur connecté affichée, mais si nous voulons donner à l'utilisateur l'accès pour la changer, nous devons déclencher la fenêtre contextuelle de la photo de profil. Commençons donc un workflow et montrons la fenêtre contextuelle de la photo de profil.
Maintenant, regardons la fenêtre contextuelle de la photo de profil pour une seconde parce que c'est en fait la même fonctionnalité que nous avons employée la dernière fois lors de l'inscription en utilisant le liage automatique. Le template l'a déjà dans un groupe qui est réglé sur l'utilisateur actuel et une fois que nous activons le liage automatique, nous pouvons modifier le champ photo de profil de l'utilisateur actuel. Testons cela en mode Run. Si nous cliquons sur notre photo de profil, nous allons voir notre pop-up et allons pouvoir téléverser une nouvelle photo de profil à partir de notre dossier de ressources. Maintenant à l'affiche, notre pop-up fonctionne. Configurons la fenêtre contextuelle des paramètres. Ici, nous voyons un formulaire propre en deux parties. Une partie qui permet à l'utilisateur de changer son mot de passe et une partie qui permet à l'utilisateur de mettre à jour son email. Offrir l'option pour votre utilisateur de personnaliser cela est important, et mérite d'être configuré en premier pour ne pas l'oublier plus tard. Le configurer est assez simple. Sur le bouton de changement de mot de passe, commençons un workflow et sous compte, nous aurons une option pour mettre à jour les informations d'accréditation de l'utilisateur. Intégré à cette action, il y a une demande pour entrer l'ancien mot de passe par mesure de sécurité. Si nous revenons à l'onglet de conception, nous pouvons voir que notre formulaire a une entrée pour l'ancien mot de passe. Nous utiliserons la valeur de cette entrée ici. Et en dessous, nous verrons que nous pouvons utiliser cette action pour à la fois changer le mot de passe et l'email. Pour ce bouton, nous cocherons que nous changeons le mot de passe et prendrons la valeur de l'entrée correspondante. Notre formulaire a même une entrée pour la confirmation du mot de passe. Donc cochons cela ici et prenons cette valeur aussi. Maintenant, faisons la même chose pour le bouton de mise à jour de l'email. Vous remarquerez que nous avons deux entrées ici. Le nouvel email et le mot de passe actuel. C'est parce que nous utiliserons à nouveau la même action pour mettre à jour les informations d'accréditation de l'utilisateur, et cette action exige leur mot de passe par défaut, alors prenons ces valeurs d'entrée et changeons l'email à la place. Finalement, ajoutons une autre action à ce workflow pour cacher le pop-up. Nous pouvons copier et coller ceci au workflow précédent, et cacher cette fenêtre également. Nous pouvons aussi ajouter une étape pour réinitialiser les entrées pour que les données saisies dans le formulaire s'effacent. Et voilà, notre en-tête réutilisable est maintenant achevée. Attaquons-nous à la page du tableau de bord. La page du tableau de bord affichera tous les membres de notre équipe, ainsi que tous nos projets d'équipe. Pour commencer à mettre cela en place, allons dans l'onglet Données et assurons-nous d'avoir la bonne structure de données. Regardons notre type de données, projet. Ajoutons quelques champs. Un nom de type texte. Puis nous assignerons une équipe qui aura le type équipe à chaque projet. Retournons à l'onglet de conception et regardons tout ce dont nous avons besoin sur la page. Si vous n'utilisez pas le template, n'hésitez pas à consacrer quelques minutes à construire cela à partir de zéro par vous-même. Tout d'abord, nous avons un groupe sur la gauche qui affiche notre liste de membres d'équipe et nous avons un groupe sur la droite qui affiche tous les projets. Ensuite, nous avons des boutons en dessous. Un pour ajouter un utilisateur à l'équipe et deux autres boutons pour ajouter un nouveau projet. Nous avons aussi quelques fenêtres contextuelles cachées que nous pouvons voir dans l'arborescence des éléments. Une pour ajouter un nouveau membre d'équipe, une pour modifier un membre d'équipe, et une pour créer un projet. Commençons par la fenêtre contextuelle pour créer un nouveau projet. Elle ne demande qu'un nom. Commençons un workflow sur ce bouton, et ici, nous allons créer une nouvelle chose du type projet. Cliquez sur Ajouter tous les champs pour que tous les champs de notre projet apparaissent. Pour le nom, associons la valeur de cet élément d'entrée à notre pop-up. Et pour l'équipe, nous voulons attribuer ce nouveau projet à l'équipe de l'utilisateur actuel puisqu'il en est le créateur. Nous pourrions extraire ces données de l'équipe actuelle de l'utilisateur, mais nous avons une nouvelle option depuis le tableau de bord appelé « Équipe de la page actuelle ». L'équipe de la page actuelle est une source de données qui a déjà la bonne équipe de notre utilisateur, donc nous l'utiliserons. Terminons par réinitialiser les entrées et en cachant la pop-up. Ensuite, nous avons besoin de créer un flux pour montrer la pop-up pour ajouter un projet. Nous ajouterons ce workflow en deux endroits ici et ici. Commençons un workflow sur ce bouton « Ajouter projet » et trouvons l'action « Afficher ». Sous les actions d'éléments, choisissez la pop-up. Retournons en arrière et faisons la même chose pour ce bouton. Puis, comme nous l'avons remarqué auparavant, nous avons un autre bouton en dessous et je vais configurer le même flux de travail pour l'aperçu. Je clique sur n'importe lequel de ces boutons et la fenêtre contextuelle apparaîtra et nous pouvons même créer notre premier projet de test. Je vais l'appeler « Conception mobile » et cliquer sur Créer.
Maintenant, bien sûr rien n'apparaît sur notre page car nous n'avons pas configuré la liste pour afficher les projets, mais si nous vérifions notre base de données sous « Données de l'application », nous verrons que nous avons effectivement un nouveau projet appelé « Conception mobile », qui est associé à la bonne équipe et à l'utilisateur qui l'a créé. Maintenant, configurons notre groupe répétitif pour afficher nos projets. Si nous cliquons sur un groupe répétitif, pour ceux d'entre vous qui utilisent le modèle, vous verrez qu'il y a déjà un type de contenu et une source de données définie, mais ce sont des données fictives que nous avons placées. Le texte arbitraire n'est là que pour que Bubble ne nous donne pas d'erreur. Remplaçons cela. D'abord nous définirons le type de contenu sur « Projet », puisque c'est ce que nous allons afficher et pour notre source de données, nous allons simplement la vider pour le moment pour mieux nous familiariser avec le modèle. Regardons la première cellule de notre groupe répétitif car nous avons un problème dans le vérificateur de problèmes. Nous avons un groupe dans cette cellule qui a également défini un type de contenu fictif qui correspondait au texte. Mais maintenant que c'est « projet », changeons-le pour qu'il corresponde. Ce groupe est ce que nous utiliserons pour afficher chaque projet individuel. Revenons à notre groupe répétitif et configurons sa source de données pour qu'elle soit une liste de tous les projets que nous voulons tirer de la base de données. Pour faire cela, nous allons utiliser l'expression « faire une recherche pour » et la régler pour chercher des projets, ce qui nous retournera une liste de littéralement tous les projets dans notre base de données. Mais comme nous ne voulons pas que tous les projets apparaissent, nous devons restreindre cette recherche par équipe. Ici, nous voulons chercher des projets dont l'équipe associée est égale à l'équipe de la page actuelle, et nous voulons afficher cela dans un ordre descendant, basé sur la date de création pour que nos projets les plus récemment créés apparaissent en premier. Maintenant que c'est configuré, nous sommes prêts à afficher le groupe avec des données du type « projet ». Dans notre première cellule, nous avons notre groupe que nous avons configuré il y a une seconde. Chaque projet affiché ici aura un espace de 10 pixels en raison de la marge configurée pour ce groupe. D'abord, nous voulons afficher le nom du projet. Ainsi, dans cet élément texte, utilisons des données dynamiques qui pointent sur « nom du projet du groupe parent », comme ceci. Maintenant, si nous rafraîchissons la page, nous verrons que notre tableau de bord d'équipe montre bien notre projet. Rappelez-vous, quand nous avons regardé l'application terminée, c'est là qu'il y avait tous les utilisateurs qui sont membres de ce projet. Retour dans notre onglet de données. Ajoutons un nouveau champ à notre type de données, projet, appelé liste des membres. Et faisons un type utilisateur. Nous cocherons également que c'est une liste pour que ce champ puisse stocker plusieurs utilisateurs. Puisque nous avons ajouté cette liste et que le projet existait déjà, nous avons certaines choses à rectifier. D'abord nous devrions revoir le workflow qui permet de créer un nouveau projet, car lorsqu'un nouveau projet est créé, par défaut, il devrait ajouter le créateur à cette liste aussi, et nous ne l'avons pas encore fait. Donc retournons au workflow. Ajoutons notre nouveau champ de liste des membres. Et ajoutons l'utilisateur actuel. Cela sera bon pour commencer. Plus tard, nous pourrons ajouter d'autres membres de notre équipe également. Ensuite, regardons notre projet de test. Le champ de la liste des membres est là, mais il est vide, parce que nous avons ajouté ce champ après que ce projet de test ne soit créé. Nous pouvons corriger cela manuellement en éditant l'entrée et en ajoutant notre utilisateur à la liste. Maintenant, de retour dans l'onglet de conception, nous devons afficher ces informations dans notre cellule où nous affichons les projets. Pour cela, nous avons un groupe ici que nous devons configurer d'abord. Configurons le type de contenu et la source de données pour tirer du projet actuel de la cellule. Je vous encourage à explorer le modèle pour des groupes comme celui-ci et à essayer de les créer par vous-même. Remarquez que nous avons un élément texte et nous avons également un autre groupe répétitif, bien qu'il soit un peu difficile à voir pour le moment. C'est un tout petit groupe répétitif qui affichera toutes les photos de profil de chaque utilisateur attaché au projet. Donc pour cela, nous avons le type de contenu réglé sur image, mais nous devons définir sa source de données. Donc sous « Projet des groupes parents », nous allons sélectionner la « Liste des membres » et descendre pour trouver chaque profil d'image d'éléments. Ensuite, à l'intérieur de ce groupe répétitif, dans notre première cellule, nous allons changer cette image dynamiquement pour être l'image de la cellule actuelle. Cela nous permet de tirer les données de notre liste de membres et d'afficher chacune de leurs photos de profil l'une à côté de l'autre s'ils font partie de ce projet. À côté de cela, nous avons un autre élément texte. Ici nous voulons afficher combien de tâches sont attachées à un projet donné. Donc configurons la base de données pour les tâches. Nous avons un autre type de données personnalisées ici appelé « tâches ». Nous ajouterons un nouveau champ appelé « projet » qui est de type « projet ».
Maintenant, si nous ajoutons du texte à cet élément, nous ferons une recherche pour les tâches, et nous le restreindrons pour chercher des tâches où le projet est égal au projet des groupes parents. Ensuite, pour le convertir en quelque chose que nous pouvons afficher dans un élément texte, nous allons obtenir le compte de combien de tâches sont dans cette liste. Enfin, nous écrirons manuellement le mot tâche après. Pour le moment, nous n'avons aucune tâche dans notre base de données. Donc, si nous rafraîchissons, le compte sera de 0. Mais cela commencera à ajouter des tâches lorsque nous les créerons dans notre prochaine section. Maintenant, passons à l'autre moitié de ce tableau de bord et à la liste des membres de l'équipe. Ici, nous voulons voir tous les membres de notre équipe et nous voulons l'option d'ajouter de nouveaux membres. Nous y arriverons avec une pop-up qui affiche un formulaire demandant le prénom, le nom et l'email du membre de l'équipe. Donc, créons un workflow avec ce bouton. Parce que l'utilisateur connecté peut créer un compte pour un autre utilisateur, nous n'utiliserons pas l'action « Inscription ». À la place, Bubble nous offre une action pour créer un compte pour quelqu'un d'autre à partir de la boîte. C'est le genre de chose qui vous permet réellement de construire quelque chose comme une application de gestion de projet dans Bubble. Nous mapperons la valeur de l'entrée email de la pop-up ici, et ferons de même pour le prénom et le nom. Enfin, nous définirons l'équipe comme équipe de la page actuelle. Nous ne nous soucions pas de définir la photo de profil puisque nous avons déjà une photo par défaut, et une fois que l'utilisateur se joindra à l'app, il va pouvoir changer sa propre photo de profil s'il le souhaite. Dernière chose, vérifions cette propriété pour retourner l'utilisateur si le compte existe déjà. Cette option vérifiera pour voir si l'utilisateur que vous essayez de créer a déjà un compte d'utilisateur dans la base de données et le sélectionnera simplement à la place, en l'ajoutant à l'équipe. Il y aurait des choses plus avancées à faire ici si l'utilisateur que vous ajoutez à votre projet veut ensuite aller de l'avant et créer sa propre équipe. Mais il est préférable de garder cette option cochée pour le moment et d'ajouter ce genre de fonctionnalité plus tard, si vous en avez besoin. Une fois que nous avons créé le compte pour un autre utilisateur, nous voudrons lui envoyer un email pour réinitialiser le mot de passe, puisque nous ne définissons pas un mot de passe pour lui. Il va recevoir cet email, va réinitialiser son mot de passe et pourra se connecter à notre tableau de bord d'équipe. Pour faire cela, nous allons utiliser l'adresse mail du résultat de l'étape 1. Donc nous savons à qui envoyer l'email pour réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez bien sûr personnaliser cet email pour qu'il soit plus en phase avec votre marque. Mais pour l'instant, nous le laisserons tel quel. Enfin, réinitialisons les entrées et cachons la pop-up. Ensuite, nous avons besoin de créer un flux pour afficher la pop-up pour ajouter un utilisateur. Nous ajouterons un workflow de sorte à ce que lorsque cet élément est cliqué, nous montrons la pop-up. Et nous ferons la même chose avec ce bouton aussi. Vous avez peut-être remarqué que nous utilisons beaucoup de workflows redondants. Plusieurs boutons sur la même page pour faire la même chose. Plus tard, nous allons revoir cela et employer des événements personnalisés pour dédupliquer cette fonctionnalité afin de créer une application plus efficace. Pour l'instant, prévisualisons ceci et ajoutons un nouveau membre de l'équipe. Ce membre de l'équipe n'apparaîtra pas sur notre tableau de bord pour l'instant puisque nous n'avons pas configuré ce contenu. Mais il apparaît dans notre base de données avec sa photo de profil par défaut et ses informations. Configurons ce groupe répétitif pour afficher tous les utilisateurs de notre équipe. Si vous utilisez le modèle, allez-y et débarrassez-vous des données fictives originales et remplacez-les par « utilisateur » pour le type de contenu. Pour une source de données, nous voulons faire une recherche pour les utilisateurs où l'équipe de l'utilisateur est égale à l'équipe de la page actuelle. Ensuite, modifions le groupe dans notre première cellule pour être de type utilisateur. Et enfin, utilisons l'image dynamique ici pour être la photo de profil de l'utilisateur du groupe parent. Et nous pouvons afficher le prénom de l'utilisateur du groupe parent, comme ça. Maintenant, prévisualisons. Lorsque nous rafraîchissons, nous devrions voir deux utilisateurs répertoriés comme membres de l'équipe, mais nous ne les voyons pas. Vous remarquerez que nous avons deux cellules. Mais la seconde cellule ne s'affiche pas à cause des règles de confidentialité. Dans l'onglet de données, vérifions notre règle de confidentialité pour l'utilisateur. Comme nous l'avons vu auparavant, nous avons des règles de confidentialité définies pour autoriser l'utilisateur à consulter ses propres données. Mais pour tous les autres, seul le champ recherche est coché. C'est pourquoi nous voyons deux cellules dans notre groupe répétitif, mais avec uniquement nos données. Pour le confirmer, utilisons le debugger pour inspecter cette cellule du groupe répétitif. Nous pouvons voir que tous ces champs sont cachés à cause des règles de confidentialité. Cela signifie qu'un utilisateur est là, mais nous ne pouvons rien voir à son sujet. Cochons les champs que nous voulons que tout le monde puisse voir comme le prénom, le nom et la photo de profil. Ici, vous voudrez peut-être cocher quelques champs de plus.
Mais nous pourrons faire cela au fur et à mesure que nous continuons à construire. Maintenant, lorsque nous rafraîchissons la page, notre autre utilisateur est visible et à ce stade, je vais rapidement revenir en arrière et changer la photo de profil de John. Maintenant, configurons la pop-up, éditer un membre et retirer un membre. Cela peut être déclenché par une icône que nous avons cachée dans le groupe répétitif. Notre page de tableau de bord est configurée pour l'instant. Ensuite, nous voulons cliquer sur notre projet et voir ses tâches. Donc dans la prochaine section, nous allons configurer la page du projet. Dans notre exemple complété, nous voyons que la page du projet affiche les tâches du projet, ainsi qu'un calendrier. De retour dans notre tableau de bord, nous pouvons diriger les utilisateurs vers la page du projet, lorsqu'ils cliquent sur le nom de ce dernier. Donc, avant de construire la page du projet elle-même, commençons un workflow qui dirige les utilisateurs vers la page du projet. Et comme nous l'avons déjà vu, ce projet nous demande d'envoyer des données spécifiques pour alimenter la page. Donc nous allons prendre le projet de la cellule actuelle. Maintenant, nous sommes prêts à aller à la page du projet, et à configurer son installation. D'abord, en haut, nous avons notre en-tête. Plus bas, nous avons également un bouton de retour, un élément texte pour le nom de notre projet et une icône de modification pour que nous puissions modifier notre projet. En dessous, nous avons un groupe répétitif qui mettra en valeur chaque tâche, et nous avons deux endroits séparés pour que les utilisateurs ajoutent une tâche à leur projet. À droite, nous avons un groupe vide dans lequel nous allons ajouter un élément de calendrier en utilisant un plugin plus tard, et enfin en bas, nous avons un message d'erreur, d'état vide, qui apparaîtra pour tous les utilisateurs qui vont sur une page de projet dont ils ne sont pas membres. Nous nous occuperons de cela plus tard. Maintenant, comme avant, nous avons aussi quelques pop-up qui sont cachés. Jetons un œil à la première et commençons par là. C'est notre pop-up pour que les utilisateurs créent une nouvelle tâche. Voici toutes les informations nécessaires pour définir une nouvelle tâche. Un nom, une description, une date de début et de fin, et un assignataire. Utilisons ces informations pour configurer notre structure de données. Pour le moment, le seul champ personnalisé que nous avons attaché aux tâches est le champ « Projet ». Ajoutons en plus. Nous aurons besoin de nom de type texte, description aussi de type texte. Et nous aurons besoin d'un champ pour l'utilisateur assigné de type utilisateur. Notez que ce sera différent du champ créateur qui est venu avec le type de données par défaut. Ce n'est pas parce que vous avez créé la tâche que vous lui êtes nécessairement assigné. Ensuite, ajoutons une date de début de type date et une date de fin de type date. Ces deux champs se préparent à utiliser notre plugin de calendrier. Maintenant, jetons un autre coup d'œil à notre pop-up. Nous avons une entrée multiligne pour des textes plus longs, quelques éléments de sélection de date, et enfin, nous avons une liste déroulante. Par défaut, notre liste déroulante utilise des valeurs statiques, mais nous voulons qu'elle affiche dynamiquement tous les utilisateurs de notre équipe. Alors, changeons ces valeurs statiques en valeurs dynamiques. Souvenez-vous, nous voulons sélectionner un utilisateur parmi une liste de tous les membres de l'équipe sur ce projet. Pour cela, nous sélectionnons d'abord le type de choix que nous afficherons. Dans notre cas, il s'agira d'un utilisateur, et la source des choix ici est comme une source de données. Dans ce cas, nous allons extraire notre liste des utilisateurs du projet des groupes parents. Plus précisément la liste des membres du projet des groupes parents. Ensuite, nous devons sélectionner le libellé de l'option, c'est ce qui est visuellement écrit pour représenter l'élément que nous sélectionnons. Pour cela, prenons le prénom de l'option actuelle, puis appuyons sur espace et prenons le nom de l'option actuelle, comme ceci. Enfin, si nous voulons définir une valeur par défaut pour la liste déroulante, sélectionnons simplement utilisateur actuel. Je tiens à signaler que toutes ces entrées ont une propriété, cette entrée ne devrait pas être laissée vide. Vérifiez cela pour éviter aux utilisateurs d'ajouter involontairement des données incomplètes à la base de données. Commençons notre workflow sur ce bouton. Créons une nouvelle chose, prenons tous les champs, et commençons à leur attribuer les bonnes informations. Maintenant, pour le projet, nous voulons simplement nous assurer que nous prenons le projet de la page actuelle, et nous terminerons avec la date de début comme ceci. Maintenant que nous avons cela, poursuivons notre workflow en réinitialisant les entrées et en cachant la pop-up. Et bien sûr, nous devons montrer la pop-up en premier lieu. Alors pour cela, nous allons ajouter ce workflow à deux endroits, ici et ici. Maintenant prévisualisons. Il n'y a pas d'information affichée, mais c'est parce que nous n'avons pas encore configuré la page. Cependant faites attention à l'URL, vous remarquerez qu'il manque l'identifiant unique d'un projet.
En ce moment, cette page n'est pas attachée à des données parce que nous n'avons envoyé aucun projet quand nous l'avons chargé. Rappelons-nous que beaucoup de sources de données à travers cette page référenceront le projet de la page actuelle. Pour rectifier ceci, revenons à notre page de tableau de bord et cliquons sur notre projet de test réel. Cette fois-ci, nous verrons l'identifiant dans l'URL, donc nous avons réellement un projet avec lequel travailler. Avançons et créons notre première tâche pour notre projet de test de conception mobile. Nous n'avons qu'un seul utilisateur assigné à ce projet. Il est donc le seul utilisateur que nous pouvons sélectionner pour cette tâche. Nous changerons cela plus tard. Pour l'instant, appuyons sur notre bouton et déclenchons notre workflow. Rien ne s'affichera sur la page, mais dans notre base de données, sous « Tâches », nous pouvons voir que notre tâche a été créée avec succès. Alors maintenant, allons afficher nos tâches dans notre groupe répétitif. Pour ceux qui utilisent le modèle, nous allons faire la même chose ici que nous avons fait auparavant, et remplacer les valeurs fictives de type de contenu et de source de données. Donc effaçons cela et changeons le type de contenu en tâche. Maintenant, nous pouvons effectuer une recherche pour toutes les tâches, avec une contrainte qui dit que le projet est égal au projet de la page actuelle. N'hésitez pas à trier ceci comme vous le souhaitez. Dans ce cas, il pourrait être une bonne idée de trier par date de fin avec « descendant » mis sur « oui ». Maintenant, nous pouvons modifier le groupe que nous avons dans notre première cellule. Le type de contenu doit être « tâche » et puis cela peut prendre la « tâche » de la cellule actuelle pour sa source de données. Maintenant, nous sommes libres de pousser ce contenu avec les informations spécifiques de la tâche. D'abord, prenons le nom du groupe parent. Et ici, nous afficherons la date de fin. Lorsque vous travaillez avec des dates, Bubble vous fournit une large gamme d'opérateurs pour que vous puissiez formater la date aussi largement ou spécifiquement que vous le souhaitez. Donc je vais formater la date comme ceci, mais n'hésitez pas à jouer avec cela comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons une photo de profil. Je vais supprimer ce texte et insérer à la place la photo de profil de l'utilisateur assigné du groupe parent. Un peu plus loin, il y a en fait une fonctionnalité supplémentaire amusante que nous pouvons ajouter. Dans le texte de l'infobulle, nous pouvons obtenir l'email de l'utilisateur assigné, de sorte que vous connaissiez l'email de la personne dont vous regardez la photo de profil, lorsque vous passez la souris au-dessus. Il nous reste une chose à faire ici. Nous devons montrer le statut de notre tâche, et il n'est pas encore configuré. Jusqu'à présent, nous avons surtout configuré des choses avec des données et des champs de données. Bubble nous donne également la possibilité de stocker des listes statiques de texte que nous pouvons référencer dans toute notre application, c'est ce que nous appelons des ensembles d'options. Allons dans les ensembles d'options sous données et créons un nouvel ensemble d'options, statut de tâche. C'est comme une liste d'options prédéfinie. Par défaut, on nous donne un attribut pour toutes nos options, le nom d'affichage et l'avantage du texte est que vous pouvez apporter des caractères spéciaux ou même des emojis pour aider à ajouter un peu de couleur à votre application. J'ai donc effectivement codé par couleur certaines options avec des emojis de cercles colorés et je vais les coller un par un. Nous avons non commencé, en cours et terminé. Parfait, maintenant que nous avons cela, revenons à notre type de données, tâche, et ajoutons un nouveau champ appelé statut et nous pouvons effectivement trouver notre nouvel ensemble d'options ici. Maintenant, notre base de données sait définir ce champ en fonction des choix statiques que nous venons de définir. Nous pouvons même définir un statut par défaut maintenant dans cette liste déroulante. Disons par défaut que toutes les tâches sont définies sur « non commencé ». Maintenant, souvenez-vous, toutes les tâches que nous avons créées avant d'ajouter cela n'auront pas ce statut défini. Donc nous devons manuellement ajouter la tâche que nous avons créée et la définir nous-mêmes ici. Maintenant, affichons le statut dans notre groupe répétitif. Nous définirons le texte pour être le statut de tâche du groupe parent. Et à ce stade, il cherche une donnée de type texte. Donc nous devons aller plus loin et sélectionner l'attribut spécifique d'affichage. Prévisualisons maintenant, notre groupe répétitif montre notre liste complète de tâches. Une seule pour le moment, et nous pouvons même survoler la photo de profil pour voir apparaître notre petite infobulle avec l'email. Ceci étant configuré, nous pouvons maintenant ajouter autant de tâches que nous le souhaitons. Si nous voulons changer quelque chose dans notre tâche, nous devons être capables de modifier une tâche qui a déjà été créée. Pour configurer cela, jetons un coup d'œil à une autre pop-up que nous avons ici, la pop-up « Modifier tâche ». Notre modèle l'a configurée pour ressembler à notre pop-up « Créer tâche » avec quelques ajustements simples. Et le type de contenu et la source de données sont déjà configurés pour nous. Vous remarquerez peut-être qu'il manque un bouton pour mettre à jour la tâche. Tout ce que nous avons, c'est un bouton pour supprimer la tâche. Alors, comment allons-nous utiliser un workflow pour changer la tâche? Heureusement, nous n'avons pas besoin d'un workflow.
À la place, nous allons configurer la liaison automatique. Maintenant, comme nous l'avons vu, pour nous assurer que la liaison automatique soit possible, nous devons avoir la source de données appropriée appliquée au groupe parent, qui contient tout le contenu dont nous avons besoin. Nous allons la laisser telle quelle car nous pouvons la définir depuis un autre endroit. Retournons à notre groupe répétitif pour afficher cette pop-up. Nous allons commencer un workflow sur le groupe entier de la tâche. D'abord, nous afficherons l'élément. Ensuite, nous trouverons l'action « Afficher les données dans un groupe ou pop-up » que j'ai ici en recommandé, ou vous pouvez la trouver là-dessous. Nous voulons donc afficher des données dans la pop-up, et les données à afficher ici sont la tâche de la cellule actuelle. Nous cliquons pour ouvrir la pop-up qui est prête à montrer les infos d'une tâche. Cela dira également à la pop-up d'afficher les données pour la tâche particulière sur laquelle nous avons cliqué. Pour aller encore plus loin, si nous activons la liaison automatique sur toutes ces entrées, chacune d'entre elles sera liée à la tâche que nous envoyons à cette pop-up, ce qui signifie que quelle que soit la tâche sur laquelle nous cliquons pour modifier, toutes ces informations actuelles seront pré-remplies pour que nous puissions les manipuler. Il suffit d'activer la liaison automatique partout. Non, pour le nom. Pour notre statut, qui est une liste déroulante, nous devons la changer en choix dynamique pour trouver le type de choix, statut de tâche, puis saisir la source. Rappelez-vous que c'est une liste d'options, et dans ce cas, nous voulons juste toutes les options, donc nous sélectionnons tous les statuts de tâche. Nous définirons l'affichage comme notre libellé, puis enfin nous pouvons activer la liaison automatique dessus. Faisons de même avec notre description de tâche, notre date de début et notre date de fin. Enfin, nous avons notre assigné, qui est une autre liste déroulante que nous devrons faire de la même manière que nous l'avons fait pour le statut. Nous devons la régler sur des choix dynamiques, le type de choix est utilisateur, la source sera liste des membres du projet de la page actuelle, et comme avant, nous prendrons leur prénom et nom de famille pour le libellé, puis nous pourrons activer la liaison automatique dessus. Comme avant, vous remarquerez que chacune des entrées nécessite des règles de confidentialité définies. Donc cliquons sur ce message d'erreur et sous la confidentialité, sous Tâche, configurons une règle de confidentialité pour afficher les données, appelons-la liaison automatique. Et pour notre règle, disons que lorsque l'utilisateur assigné de cette tâche est l'utilisateur actuel, autorisons la liaison automatique et cochons toutes les propriétés afin qu'ils aient accès à tous les champs. De cette façon, la personne qui est réellement assignée à cette tâche a toutes les permissions. Testons cela. Si nous allons sélectionner cette tâche, cela affichera la pop-up. Et parce que nous sommes l'utilisateur assigné, nous pouvons changer l'un de ces champs et voir que cela se lit automatiquement. Et la tâche a été mise à jour. Nous pouvons même le vérifier en regardant la tâche dans notre base de données. La dernière chose à faire dans notre pop-up est de configurer le workflow pour le bouton « Supprimer » qui va simplement supprimer la tâche correspondante et fermer la pop-up. Je vous laisse le faire vous-même. Maintenant que nous avons la possibilité de créer des tâches pour les projets, et que c'est une application de gestion de projet, nous devons aussi pouvoir afficher les tâches dans un calendrier. Cependant, Bubble n'a pas d'élément de calendrier par défaut, mais il en a un proposé sous forme de plugin. Dans l'onglet des plugins, ajoutons un plugin et cherchons le calendrier. La communauté Bubble alimente un marché en constante évolution de plugins qui sont à votre disposition, certains sont gratuits et certains sont payants. Il existe également une collection de plugins faite par Bubble qui est en fait ce que nous utiliserons avec le plugin Full Calendar de Bubble. Installons-le. De retour dans l'onglet de conception, nous pouvons voir qu'un nouvel élément de calendrier est disponible. Glissons l'élément de calendrier dans ce groupe et supprimons l'élément texte. Ce calendrier va relayer des informations importantes sur les échéances des tâches. Donc pour le configurer, nous choisirons « Tâche » comme le type d'événement, et notre source de données sera une recherche pour récupérer toutes les tâches avec la condition que le « projet » soit égal au projet de la page actuelle. Ensuite, nous pouvons voir que le plugin de calendrier nous demande des champs de début et de fin. C'est pourquoi nous avons été si spécifiques dans la création de ces champs pour notre type de données, tâche. Ici nous allons faire correspondre les champs de notre type de données, tâche, pour la date de début et de fin comme ceci. Nous devrons également sélectionner ce que sera le libellé, qui, dans ce cas, doit afficher le nom de notre tâche. Il y a quelques paramètres supplémentaires que nous pouvons utiliser, par exemple, les vues. Je vais changer la vue pour le mois seulement. Les couleurs viennent du plugin par défaut, mais nous pouvons les personnaliser avec nos variables de style. Nous pouvons les rendre sélectionnables ou non. Nous pouvons même activer la modification des dates en les faisant glisser, ce qui est une caractéristique intéressante.
il y a un large éventail de possibilités avec ce plugin. Alors n'hésitez pas à l'expérimenter et à trouver ce qui fonctionne pour vous, et si ce plugin n'est pas ce que vous recherchez, vous pouvez très probablement en trouver un qui l'est. Dans l'onglet de disposition, ajustons certains des paramètres de conception. Nous allons décocher la largeur et la hauteur fixe pour qu'ils puissent croître avec la page, et nous nous débarrasserons de la largeur minimale et hauteur pour qu'ils puissent rétrécir. Maintenant, nous voyons que nous avons un calendrier qui nous montre dynamiquement la chronologie de nos tâches. Nous pouvons même déplacer la tâche et remarquer que la date de fin change automatiquement. Finalisons le reste de notre page. D'abord, nous pouvons afficher le nom du projet de la page actuelle. Ensuite, pour l'icône de retour, nous avons quelques options sous navigation. Nous pourrions configurer cela pour aller à la page du tableau de bord, ou nous pourrions simplement dire aller à la page précédente. C'est à vous de décider comment vous voulez faire cela. Dans ce contexte, je crois qu'il serait mieux de retourner à la page précédente. Ainsi, si vous avez besoin de changer le design dans le futur, l'icône naviguera toujours vers la page précédente. Une chose de plus ici, est l'icône de crayon. En cliquant, nous voulons faire apparaître notre dernière pop-up, la pop-up « Modifier projet ». Ici, les utilisateurs pourront renommer leur projet, ajouter de nouveaux membres à l'équipe du projet, ou même supprimer complètement le projet. Alors tout d'abord, commençons un workflow sur l'icône d'édition pour qu'elle apparaisse quand nous cliquons dessus. Maintenant, retournons à la pop-up du projet et configurons quelques éléments. Utilisons d'abord la liaison automatique. Configurons le type de contenu à « projet » et la source de données à « le projet de la page actuelle ». Maintenant, nous pouvons facilement lier automatiquement ce champ au nom du projet. Et nous devrons juste configurer nos règles de confidentialité pour les projets comme nous l'avons fait précédemment. Je l'appellerai « liaison automatique » et maintenant, nous devons réfléchir à qui devrait pouvoir utiliser la liaison automatique. Rappelez-vous, nous devons démarrer cette expression depuis le type de données « projet ». Alors nous devrons récupérer un utilisateur, donc, nous dirons, quand la liste des membres de ce projet contient l'utilisateur actuel, alors vérifions que la liaison automatique est autorisée. Pour le moment, nous ne sélectionnerons que le nom. C'est tout ce que je veux autoriser pour l'instant. En dessous, nous aurons une liste de tous les membres de l'équipe sur le projet, et la possibilité de les ajouter ou les retirer. Cela signifie que nous avons un groupe récurrent ici, mais si vous utilisez le modèle, vous remarquerez qu'il est un peu difficile de sélectionner le groupe récurrent et au lieu de cela, je continue de sélectionner le groupe à l'intérieur de la première cellule. C'est tout à fait normal, au fur et à mesure que vos conceptions deviennent plus propres et précises, vos groupes imbriqués peuvent devenir un peu plus compacts ensemble. Il y a plusieurs façons de naviguer à travers ces groupes imbriqués, mais dans ce cas, révélons simplement ce groupe dans l'arborescence des éléments. Juste au-dessus, nous pouvons trouver et sélectionner le groupe récurrent. Maintenant, remplaçons les données fictives et fixons le type de contenu à utilisateur et faisons une recherche d'utilisateur où l'équipe de l'utilisateur est égale à l'équipe du projet de la page actuelle. Cela signifie que nous extrayons une liste de tous les utilisateurs de notre équipe, même ceux qui ne sont pas spécifiquement assignés à ce projet. Même si nous finissons par avoir 100 membres dans l'équipe, nous voulons être capables de les afficher. Modifions ce groupe dans notre première cellule, nous voulons que cela soit de type utilisateur. Prenons l'utilisateur de la cellule actuelle comme source de données. Et puis, à l'intérieur de ce groupe, nous avons un autre groupe pour lequel nous voulons faire la même chose. Pour l'élément texte lui-même, nous voulons afficher le prénom et la photo de profil juste à côté. Maintenant, si nous prévisualisons, nous pouvons voir le nom du projet et nos deux icônes devraient fonctionner. Ouvrons notre pop-up d'édition. Puisque nous avons configuré la liaison automatique, nous pouvons changer le nom du projet, et à côté, nous pouvons voir tous les utilisateurs de notre équipe. Cette liste d'utilisateurs indique qui a accès à ce projet. Actuellement, cette icône de vérification semble indiquer que ces deux utilisateurs font partie du projet, mais nous savons que c'est le cas uniquement pour notre premier utilisateur. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est aller à cette icône et nous ajouterons une condition qui ressemble à cela. Quand la liste des membres du projet de la page actuelle ne contient pas l'utilisateur du groupe parent, alors changeons l'icône. Au lieu d'un cercle coché, nous aurons juste un cercle vide. Et rappelez-vous, si jamais vous voulez prévisualiser ce que fait une condition, nous pouvons toujours activer et désactiver ceci. Copions et collons cette condition et affichons un cercle coché quand la liste contient l'utilisateur.
Maintenant, si nous actualisons notre prévisualisation et ouvrons la pop-up, nous pouvons voir une représentation plus précise de qui est dans le projet et de qui ne l'est pas. Ce que nous devons faire maintenant, c'est configurer un workflow pour rendre possible l'ajout d'un utilisateur au projet. Nous irons à l'icône et démarrerons un workflow de suite. Ajoutons une condition à cet événement. En effet, nous pouvons coller la même condition que celle d'avant, lorsque la liste des membres du projet de la page actuelle ne contient pas l'utilisateur du groupe parent. Si cette condition est vraie, alors nous exécuterons ce workflow, et dans ce workflow, nous ferons des modifications à une chose. La chose que nous voulons changer est le projet de la page actuelle, et le champ que nous voulons changer est la liste des membres. Dans ce cas, nous voulons ajouter cet utilisateur à cette liste. Voici notre projet. Dans l'onglet des données, nous pouvons voir qu'il a un utilisateur dans sa liste de membres. Maintenant, si nous ouvrons la pop-up et appuyons sur l'icône, notre nouvel utilisateur sera ajouté à la liste des membres, ce qui signifie que l'icône change automatiquement puisque cette condition est maintenant remplie. De plus, si nous actualisons notre base de données, nous pouvons voir que l'utilisateur a maintenant été ajouté. Pour finir, nous avons le bouton de suppression du projet. Naturellement, l'approche la plus simple serait de démarrer un workflow sur le bouton, et ensuite de supprimer simplement le projet de la page actuelle, mais vous pourriez rencontrer quelques complications. Il est donc judicieux d'être extrêmement prudent lors de la configuration des workflows de suppression. Si la configuration est mal faite, cela peut supprimer des données de la base de données et conduire à des pages rompues. Par exemple, puisque nous allons supprimer le projet ici, j'ajouterai au moins une étape supplémentaire pour naviguer loin de la page du projet après suppression, puisque la page sera soudainement privée d'une source de données. Cela sera suffisant pour l'instant, mais en toute honnêteté, vous pourriez envisager d'examiner de manière plus approfondie les implications de la suppression à un moment ultérieur. Lorsque vous le ferez, considérez ceci, étant donné qu'il y a tellement de choses associées à un projet donné dans notre base de données, quelles autres choses pourrions-nous vouloir supprimer lorsque nous supprimons un projet et comment procéderions-nous? Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse pour l'instant, mais essayez de la trouver par vous-même. Sinon, nous veillerons à couvrir ce sujet plus tard. La dernière chose que nous devons configurer est notre page de profil utilisateur. Si nous regardons notre exemple terminé, cette page est simplement un groupe récurrent montrant à l'utilisateur toutes ses tâches assignées. Et une pop-up pour les éditer. À ce stade de la construction, la plupart de cela devrait commencer à vous sembler familier. Commençons par le contenu principal de cette page, qui est le groupe récurrent qui montrera toutes les tâches de cet utilisateur. N'oubliez pas d'utiliser l'arborescence des éléments si vous avez du mal à sélectionner précisément le bon groupe, comme nous l'avons fait précédemment. Remplaçons les données fictives du groupe récurrent, nous choisissons un type de tâche et nous rechercherons toutes les tâches où l'utilisateur assigné est l'utilisateur de la page actuelle. Il est important de se rappeler la différence entre l'utilisateur de la page actuelle, l'utilisateur dont nous visualisons la page, et l'utilisateur actuel, l'utilisateur qui regarde la page. Je vais choisir de trier ceci par date de fin et de définir « descendant » à oui, mais n'hésitez pas à expérimenter avec l'ordre de tri comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons le groupe dans notre première cellule. Transmettons la tâche comme type de contenu et prenons la tâche de la cellule actuelle comme source de données. Maintenant, allons de l'avant et remplissons chacun de ces éléments texte avec les champs appropriés. Nom. Date de fin que nous pouvons également formater pour la garder lisible. Nom du projet. Et affichage des statuts. Si nous prévisualisons, le seul moyen d'accéder à notre page de profil est dans notre en-tête, lorsque nous cliquons sur notre email pour afficher le groupe Focus. Vous voudrez peut-être revenir en arrière et ajouter d'autres façons de le faire en cliquant sur votre propre image de profil par exemple. Une fois que nous cliquons, nous pouvons voir que notre groupe récurrent est rempli en fonction de l'utilisateur de la page actuelle. Nous avons notre première tâche ici, et je vais ajouter quelques tâches supplémentaires pour voir comment ça marche. N'hésitez pas à faire de même sur vos pages précédentes maintenant qu'elles sont construites. Maintenant que nous avons quelques tâches assignées à notre utilisateur, j'ai également créé un projet supplémentaire pour que nous puissions voir la distinction sur cette page et tout a l'air bien. Mais j'aimerais que cette page nous donne la possibilité d'éditer une tâche sur laquelle nous cliquons. Donc, commençons un workflow sur notre carte de tâches ici. Nous montrerons notre élément de pop-up, mais comme auparavant, nous devrons envoyer des données pour remplir cette pop-up en particulier. Notre action suivante sera d'afficher des données dans cette pop-up, et précisément la tâche de la cellule actuelle. Maintenant regardons la pop-up. Comme auparavant, nous utiliserons la liaison automatique sur toutes les entrées. N'oubliez pas de définir le choix déroulant pour qu'il soit dynamique.
Finalement, nous démarrons un workflow sur le bouton de suppression pour supprimer la tâche, qui dans ce cas est la tâche du groupe parent que nous envoyons à la pop-up. Maintenant, prévisualisons. Si nous cliquons sur cette première tâche, nous pouvons éditer quelques champs et les modifications sont automatiquement définies. Terminons par remplir également ce contenu ici. Obtenons le prénom de l'utilisateur de la page actuelle. Ajoutons un espace et ajoutons le nom de famille. Sur le modèle, vous trouverez qu'il y a aussi un élément d'image ici qui est un peu caché, mais pour cela, définissons-la sur la photo de profil de l'utilisateur de la page actuelle, et définissons-la pour utiliser notre style d'image de profil prédéfini. Enfin, mettons en place un workflow pour le bouton de retour afin de naviguer vers la page précédente. Et voilà, notre application commence vraiment à prendre forme maintenant que nous avons nos 3 pages de gestion de projet actives et fonctionnelles. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, il reste encore quelques domaines que nous devons polir et quelques détails que nous n'avons pas encore abordés. Donc, nous passerons un peu de temps à régler tous nos problèmes restants et à préparer notre application pour le déploiement. Nous avons terminé les 3 pages de notre application et nous sommes prêts à commencer à la tester avant de la déployer, mais avant de faire cela, je veux implémenter une fonctionnalité de plus sur chaque page, appelée « état vide ». Un état vide est ce qu'une page vide ou restreinte montrera à un utilisateur à la place de son contenu normal. C'est quelque chose qui est souvent négligé dans le développement d'applications, car l'ajout d'état vide peut sembler être un travail supplémentaire. Cependant, cela vaut absolument la peine de maintenir une expérience utilisateur propre et polie. Cela offre également une excellente opportunité de vérifier que toutes vos autorisations et règles de confidentialité sont en place avant de lancer l'application. Voyons à quoi cela ressemble en commençant par la page du tableau de bord. Si nous ouvrons le tableau de bord pour une équipe sans projet, nous voudrions que l'utilisateur ajoute son premier projet au lieu de voir un groupe récurrent vide ici, sans contenu. Ce serait en effet mieux pour nous de montrer le plus grand bouton d'ajout de projet. Donc, dans un état vide, nous voudrons que ce bouton soit caché et celui-ci soit affiché, et inversement s'il y a du contenu. Maintenant pour la page du projet, nous n'avons pas besoin de cacher ou de montrer l'un ou l'autre de ces éléments s'il n'y a pas de tâche à l'intérieur du projet. Donc, nous n'avons pas besoin d'un état vide pour cela. Cependant, si un utilisateur va sur cette page mais qu'il n'a pas accès à ce projet, nous pouvons cacher tout cela et afficher, à la place, un message qui dit qu'il n'a pas accès au projet. Finalement, pour la page de profil, nous voudrons un état vide dans l'éventualité où l'utilisateur n'a pas de tâches assignées. Nous aurons juste ce message disant exactement cela. Donc, nous avons certaines choses à configurer pour nos états vides et nos règles de confidentialité, car nous examinerons les types de permissions que certains utilisateurs auront ou n'auront pas à travers l'application. Par exemple, si nous revenions à notre base de données, et lancions notre application comme étant notre premier utilisateur de test, et chargions la page du tableau de bord pour cette équipe, nous ne verrions qu'un seul projet au lieu de tous. C'est parce que cet utilisateur n'est pas assigné à tous les projets de cette équipe, donc il peut ne pas avoir accès à ce projet. Mais voulons-nous vraiment qu'il ne puisse pas voir sur quoi travaillent ses collègues? Revenons à nos règles de confidentialité et vérifions que tout le monde peut trouver le projet dans les recherches. Maintenant, si nous revenons, cette cellule contenant l'autre projet apparaît, mais sans les informations du projet. Nous pouvons revenir encore une fois et vérifier que des choses comme le nom du projet et la liste des membres sont également visibles. Ainsi, une fois que nous rafraîchissons, nous verrons tous les autres projets sur lesquels notre équipe doit travailler, même ceux dont nous ne faisons pas partie. C'est pourquoi prendre en compte les états vides peut être une telle partie utile du processus. Cela vous fait réfléchir sur ce que nous voulons que les utilisateurs voient, et ne voient pas, même s'ils n'ont techniquement pas la permission. Configurons notre premier état vide sur le tableau de bord. Lorsqu'une équipe n'a pas de projet, nous voulons que ce groupe entier soit caché. Il est particulièrement important de s'assurer que l'option « Replier quand caché » est cochée pour quelque chose comme cela, afin que le groupe entier disparaisse et ne prenne pas de place verticale. Donc, assurons-nous que c'est coché. Faisons en sorte qu'il soit conditionnel à l'absence de liste de projets. Nous pouvons obtenir cela en faisant une recherche de projets dans lesquels l'équipe du projet est égale à l'équipe de la page actuelle. Pour terminer cette expression, nous voulons vérifier combien de projets sont dans cette liste. Donc, nous sélectionnerons l'opérateur « Compter » et dire si c'est plus grand que 0 alors cet élément devrait être visible. Attention, cet élément est actuellement visible au chargement de la page.
Pour éviter cela, nous décocherons cette case pour être invisible au chargement de la page par défaut. Donc, maintenant, cela ne sera visible que sur la base de cette condition. Copions cette expression et venons à notre bouton d'état vide ci-dessous. Nous collerons notre conditionnel et cette fois au lieu d'être supérieur à 0, nous vérifierons s'il est inférieur à 1. Et si c'est vrai, alors nous voulons que ce soit visible. Et par défaut, nous le définirons pour qu'il ne soit pas visible. Maintenant, il va être difficile de tester cela sans un utilisateur attaché à une nouvelle équipe sans projet. Donc nous garderons notre test pour la prochaine section. Pour l'instant, ajoutons quelques états vides à nos pages restantes. Sur la page du projet, si un utilisateur clique sur un projet auquel il n'a pas accès, nous voulons cacher tout ce contenu et montrer ce message à la place. Pour ce faire, ajoutons une condition au groupe qui contient tout notre contenu, et cette fois, créons deux conditions. Une quand il est visible et une quand il ne l'est pas. Notre instruction conditionnelle sera de vérifier si la liste des membres du projet de la page actuelle contient l'utilisateur actuel. S'il contient l'utilisateur actuel, alors le groupe est visible. Ensuite, je copierai et collerai l'expression et l'inverserai pour dire si elle ne contient pas l'utilisateur actuel, alors le groupe n'est pas visible. Pour éviter tout flash de visibilité, nous irons dans l'onglet de disposition et décocherons que l'élément est visible au chargement de la page. Maintenant, pour un groupe d'état vide ici en bas, nous ferons exactement le contraire. Je collerai l'expression, et si la liste des membres contient l'utilisateur actuel, cela ne sera pas visible, et si elle ne contient pas l'utilisateur actuel ce sera visible. Et de nouveau nous décocherons qu'il est visible au chargement de la page par défaut. Nous pouvons tester l'état vide maintenant. Donc rafraîchissons notre tableau de bord et cliquons sur un projet auquel notre utilisateur n'est actuellement pas affecté. Et voilà, nous voyons seulement ce que nous devrions voir, qui est l'état vide. Revenons à ce lien et configurons un workflow pour qu'il nous renvoie à notre page précédente. Maintenant, faisons la page de profil. Ici en bas, notre modèle est venu avec ce message pour dire qu'aucune tâche n'a été assignée à « Éditez-moi ». Donc, si vous utilisez le modèle, changeons cela pour être le prénom de l'utilisateur de la page actuelle. Et si nous voulons mettre l'accent sur le nom de l'utilisateur, nous pouvons utiliser le texte enrichi pour le mettre en gras. Soit en écrivant en code bébé, soit en utilisant l'éditeur de texte enrichi intégré à Bubble. Maintenant, écrivons nos conditions pour montrer et cacher chaque section. D'abord, sur notre groupe ici avec toutes nos tâches, ajoutons un qui recherche des tâches dans lesquelles l'utilisateur assigné est égal à l'utilisateur de la page actuelle. Ensuite, sélectionnons le compte de cette liste. Si ce compte n'est pas à 0, alors cet élément est visible. Maintenant, copions et collons cette expression sur le groupe d'état vide et renversons-la. Si le compte est à 0, alors cet élément est visible. Pour les deux groupes, nous nous assurons simplement qu'ils ne sont pas visibles au chargement de la page par défaut et que l'option « Replier quand caché » est cochée. Quand il s'agit d'état vide, chaque cas d'utilisation est unique. Cela dépend vraiment de ce que vous aimeriez faire avec votre application pour les configurer. Maintenant, il est temps de commencer à tester et à polir notre application. Bubble est un outil incroyablement rapide et vous pouvez toujours déployer et redéployer des versions de votre application à une vitesse fulgurante, si vous souhaitez ajouter ou changer quelque chose. Cela étant dit, nous voulons prendre le temps de faire un peu de vérification, et nous assurer que tout fonctionne comme prévu avant de déployer. Par exemple, il y a quelques détails supplémentaires que nous pourrions commencer à peaufiner ici et là. Sur le tableau de bord, si vous le souhaitez, vous pourriez démarrer un workflow sur la cellule de ce groupe récurrent pour vous amener vers la page de profil de l'utilisateur sur lequel vous avez cliqué. Il est sûr que nous aurons besoin de quelques détails supplémentaires, comme ça, à mesure que nous avançons. Par exemple, sur notre page d'atterrissage, nous trouvons 3 boutons. 2 pour l'inscription et 1 pour la connexion. Alors, assurons-nous qu'ils emmènent notre utilisateur à la bonne page. Maintenant, une fois que l'utilisateur est connecté, il accède à l'application complète. Mais avant de plonger là-dedans, que se passe-t-il s'il se déconnecte? Dans notre en-tête, nous avons déjà ce workflow, mais ajoutons une étape après la déconnexion qui dirige l'utilisateur vers la page d'atterrissage. Un autre workflow important à ajouter est dans le chargement de la page. Nous voulons vérifier si l'utilisateur actuel est déconnecté lorsque la page est chargée. S'il l'est, nous voulons le diriger vers la page d'atterrissage pour qu'il n'ait pas accès à l'application. De cette façon, si l'utilisateur actuel essaie de charger une page en étant déconnecté, il sera automatiquement envoyé vers la page d'index pour se reconnecter.
prévisualisons l'application et déconnectons-nous du compte de notre utilisateur de test. Maintenant que nous sommes de retour sur la page d'index, passons par le processus, et recommençons depuis le début, afin que nous puissions tester tous nos flux du début à la fin. Plaçons le débugger en mode « pas à pas » afin que nous contrôlions manuellement chaque déclencheur de flux de travail en commençant par le processus d'inscription. Créons un nouvel utilisateur, et à chaque fois que nous déclenchons un nouveau workflow, nous pouvons voir comment il est déclenché étape par étape. Je commencerai avec juste « test » pour toutes ces informations et exécuterai le flux sur notre bouton d'inscription. Et parce que nous sommes en mode pas à pas, nous pouvons voir chaque phase de notre flux de travail en séquence. L'état personnalisé a changé sur la page. Nous pouvons donc maintenant créer une nouvelle équipe et dans le débugger, je peux en voir la nouvelle équipe créée dans la base de données, ainsi que ses champs. L'administrateur de l'équipe est l'utilisateur actuel qui, ici, comme nous pouvons le voir, a été assigné à l'utilisateur test que nous venons de créer. Sur notre troisième formulaire, je garderai la photo de profil par défaut et sélectionnerai Finir. Maintenant, nous serons envoyés à la page du tableau de bord et les données de notre équipe nouvellement créée seront envoyées aussi. Au moment où la page se charge, un autre workflow est en cours d'exécution. C'est à cause du paramétrage de la page. Chaque fois que la page est chargée, elle vérifie si nous sommes connectés pour nous renvoyer à la page de connexion. Puisque nous sommes connectés, cette condition n'est pas remplie et ce workflow n'est pas exécuté. Maintenant, nous sommes sur notre tableau de bord et notre état vide fonctionne. Aucun groupe récurrent. Juste le gros bouton d'ajout de projet, que nous déclencherons, et notre workflow fera apparaître la pop-up. À ce stade, je vais remettre le débugger à vitesse normale pour nous faire gagner du temps, mais n'hésitez pas à utiliser la vitesse qui vous aide le plus. Maintenant, je vais créer un nouveau projet, puis je vais ouvrir la page du projet. Rappelez-vous que l'état vide, que nous avons sur cette page, ne s'affiche que si nous n'avons pas accès à celle-ci. Pour tester, retournons et ajoutons un nouvel utilisateur à l'équipe. Mettons test 2 par exemple. Si nous exécutons l'application comme étant ce nouvel utilisateur, et chargeons de nouveau le tableau de bord, rien n'apparaît, car nous devons charger l'équipe appropriée. Donc, si nous cliquons sur le nom de l'équipe dans notre en-tête, le tableau se chargera de nouveau, et nous enverrons les données de l'équipe de l'utilisateur actuel. Nous sommes de retour sur notre tableau de bord, mais en tant qu'utilisateur test 2 cette fois-ci. Maintenant, si nous essayons d'accéder à ce projet, nous verrons notre état vide, donc cela fonctionne aussi et cliquons simplement ici pour revenir. Il y a certainement plus de choses à tester, comme la page de profil de l'utilisateur, ou la création et la modification des tâches. À ce stade, nous pouvons commencer à conclure que tous nos flux de travail fonctionnent correctement, et que les bonnes autorisations sont accordées. En tant que vérification finale, si pour une raison quelconque nous devions naviguer vers une page qui n'existe pas, alors Bubble redirigera automatiquement l'utilisateur vers une page 404 par défaut, qui vient avec chaque application. Dans notre modèle, la page 404 a déjà été conçue et comprend un bouton qui peut ramener l'utilisateur à la connexion de l'application. Maintenant que nous avons vérifié et testé que tous nos flux et règles de confidentialité fonctionnent correctement, nous sommes prêts à déployer. J'ai mis à niveau cette application vers un plan payant, afin que nous soyons en mesure de déployer l'application. Pour ce faire, nous venons à la liste déroulante de développement et cliquons sur Déployer la version actuelle en direct. Nous inclurons un message de déploiement précisant quelque chose comme lancement initial, et cliquerons sur Déployer. Félicitations, votre application est maintenant en ligne. Souvenez-vous que Bubble vous fournit 2 environnements d'application. Un pour le développement, et un pour le direct. Tout le temps que nous avons construit, nous avons utilisé la version de développement. Nous le savons car version test a été dans l'URL tout ce temps. Maintenant que nous avons déployé une version en direct, si nous rechargeons la page, nous verrons la version en ligne de notre application, qui a tout ce que notre version test a, mais sans les données de test. Je recommande de créer votre propre compte en direct afin que vous puissiez avoir ici des données à expérimenter. Rappelez-vous, les 2 environnements d'application, Dev et Live, ont leur propre base de données distincte. Jusqu'à présent, toutes les données avec lesquelles nous avons travaillé ont seulement vécu dans notre base de données Dev. Maintenant, lorsque nos utilisateurs interagiront avec notre application Live, toutes ces données vivront à l'intérieur de la base de données Live. Le premier déploiement est toujours excitant, mais ce n'est certainement pas le dernier. Plus souvent, votre premier déploiement n'est pas celui que vous partagez avec le monde. En fait, je vous encourage à continuer à déployer votre application pour vous habituer à la mettre à jour, et à garder une trace des changements que vous faites pour revenir en arrière si besoin. Avant de parler de la manière de développer votre application, voici d'autres choses à explorer de votre côté, maintenant que vous avez déployé. Rappelez-vous comment nous montrons la même pop-up à plusieurs endroits.
Eh bien, si vous créez un événement personnalisé, vous pouvez stocker vos actions là-bas et déclencher l'événement personnalisé à la place. Cela aide à réduire la duplication parmi vos workflows. Essayez de trouver d'autres domaines dans l'application où vous pouvez remplacer un ensemble commun d'actions par un événement personnalisé. Dans l'onglet des paramètres, assurez-vous d'ajuster vos champs SEO globaux comme le titre, la description et la vignette. Celles-ci sont toutes utilisées lors de l'envoi de liens pour votre application. Vous pouvez remplacer cela au niveau de la page, dans l'éditeur de propriété, mais lorsque vous apportez des modifications ici, donnez-lui quelques heures pour se propager. Il y a également des propriétés SEO avancées à explorer et à personnaliser. En général, il est important de définir certains paramètres de sécurité pour votre éditeur, et pour votre mode d'exécution de développement. Idéalement, laissez les droits d'application de l'éditeur en privé, afin que vous seul ayez accès à l'éditeur. Cependant, à moins que vous ne cochiez la limite d'accès en mode d'exécution, tout le monde peut voir la version de mode d'exécution de votre développement, et des environnements en direct. Envisagez de verrouiller l'accès au mode d'exécution derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sur un plan payant, copiez le nom de votre domaine pour récupérer vos enregistrements, puis collez les enregistrements, auprès de votre fournisseur de domaine. Sur certains plans payants, vous pouvez ajouter des collaborateurs pour vous aider à construire, simplement en les invitant et en leur donnant l'autorisation. Des milliers de plugins sont à votre disposition. Si vous ne trouvez pas l'élément, ou l'action, ou la connexion que vous recherchez par défaut, essayez de rechercher le plugin. Si le plugin n'existe pas, vous pouvez en créer un vous-même, avec l'éditeur de plugins. Un plugin spécial est appelé « le connecteur API ». C'est là que vous connectez votre application Bubble à n'importe quelle API, et construisez vos propres connexions personnalisées. Pour un regard approfondi sur la façon de faire cela, consultez le cours couvrant une introduction aux API et aux connecteurs API. Dans la troisième partie de ce cours de mise en route, nous couvrirons certaines fonctionnalités et techniques avancées que vous pouvez mettre en œuvre pour aider votre application à évoluer, à mesure que votre base d'utilisateurs grandit. D'ici là, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos.